l'agriculture, c'est peut-être une opportunité pour elle de devenir un acteur clé dans la transition énergétique, mais l'autre enjeu, c'est la souveraineté alimentaire. On a d'ailleurs un ministère de l'Agriculture qui est devenu un ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé un objectif de 100 gigawatts en photovoltaïque d'ici 2035. Le biométhane pourrait couvrir 20% des besoins nationaux en gaz d'ici 2030. Alors pour en parler, j'accueille Sébastien Windsor, président des chambres d'agriculture de France et agriculteur en Seine-Maritime, et Dominique Potier, député du Parti socialiste de Meurthe-et-Moselle et agriculteur. Alors, déjà, peut-être une première réaction. Jean-Marc Jancovici, il a parlé du colza et de sa responsabilité dans la déforestation. Alors, peut-être une première réaction sur ce point-là, Sébastien Windsor. J'étais pas là au moment où il a parlé, donc je vais avoir du mal à réagir à ce qu'il a dit exactement. En tout état de cause, ce que je voulais dire, c'est que probablement, on a vécu une parenthèse à un moment dans le monde de 200 ans où on a puisé l'énergie dans les énergies fossiles. À un moment, il faut décarboner, on doit arrêter de produire et de puiser dans ces énergies fossiles. Et donc, à partir du moment où on décide d'arrêter de puiser dans ces énergies fossiles, il faut bien trouver des voies de produire l'énergie autrement. Alors, il y a le nucléaire qui peut marcher, voilà, mais demain, toute l'énergie ne sera pas électrique. Donc, il faut trouver aussi d'autres voies et moyens de produire de l'énergie. Et donc, il faut accepter, comme c'était le cas avant cette parenthèse de puiser l'énergie dans un trou ou dans un forage, que l'agriculture participe à la production d'énergie. Je veux juste le dire, mais il y a 300 ans, entre 30 et 40% de la production agricole était destinée à la production d'énergie. Les chevaux qui servaient de locomotion étaient essentiellement alimentés par des produits agricoles. Les matériaux de construction venaient des produits agricoles. Alors après, il y a des équilibres à trouver autour de alimentaire, non alimentaire. Et à partir du moment où on demande à l'agriculture de produire à nouveau de l'énergie, on va venir être un peu disrupteur par rapport à une période où on n'a produit que de l'alimentaire. Il faut le faire aussi avec ces enjeux de déforestation et en conservant les équilibres. Mais on ne peut pas se dire on va continuer exactement comme on a fait avant. Il faudra bien qu'on trouve d'autres voies et moyens de produire de l'énergie ou des matériaux de construction. Et l'agriculture est une des clés pour produire ça. Et je veux le dire parce que j'ai dit tout à l'heure, oui, le nucléaire, c'est probablement un bout de solution pour la production énergétique. Mais demain, si on regarde dans le mix énergétique... ou alors on dit on attend qu'on ait développé le camion à hydrogène et en attendant on s'en lave les mains et on fait rien, mais les poids lourds vont quand même continuer à rouler pendant un certain temps, donc autant essayer d'arriver à de la décarbonation. Et quand on produit un biocarburant, il y a un bilan gaz à effet de serre qui est fait, qui est analysé, qui est validé par tout le monde, et il y a une économie de gaz à effet de serre qui est reconnue par tout le monde d'au moins 60%, et parfois plus pour certains. Donc voilà, je pense qu'on a l'obligation d'ouvrir toutes les voies pour aller chercher ça, pour que les poids lourds puissent rouler. Je vais prendre un autre exemple, les trains. Oui, il faut développer le ferroviaire, on est tous d'accord. On a un vrai sujet de niveau d'investissement pour développer les lignes. S'il faut en plus électrifier toutes les lignes qui ne le sont pas, là aussi, sinon on se dit on attend 30 ans et en attendant on se fait pas rouler plus de trains, ou alors on accepte de faire rouler sur les lignes qui ne sont pas électrifiées en essayant de décarboner les trains sur ces lignes-là. Alors là où on a quand même changé de paradigme, c'est que l'agriculture a toujours produit de l'énergie finalement. Néanmoins, maintenant, il y a une question de pression foncière avec une population qui augmente et de moins en moins de terres agricoles. Dominique Potier, c'est ça le changement. Oui, merci pour l'invitation et pour la qualité des controverses que vous organisez. Moi, je suis heureux de débattre avec Sébastien aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on se rende désaccord, mais en tout cas, on est, je pense, des hommes de bonne volonté qui cherchons ensemble. C'est comme ça que je pose le sujet. Pour ma part, moi, j'aime bien qu'on sorte des visions corporatistes, des visions sectorielles, en silo, et même des visions hexagonales, parce que le sujet, il est totalement planétaire. Nous sommes en interdépendance et nous sommes confrontés ensemble
au risque d'une finitude de l'humanité. Donc il faut prendre un C'est peu ce de hauteur. C'est ce qu'a montré Jean-Marc Jancovici. C'est ce qu'il a fait certainement, mais moi, Jean-Marc, c'est important d'écouter Jean-Marc, il ne faut pas écouter que Jean-Marc, il faut regarder aussi ce que disent les agronomes, ce que disent les chercheurs, il faut mettre ça en perspective avec les questions d'énergie, les questions de décarbonation, avec les enjeux de sécurité alimentaire. Moi, pour ma part, je préfère parler de sécurité alimentaire collective et de notre manière dont, de façon coopérative, nous allons contribuer à cette sécurité alimentaire, plutôt que de parler de souveraineté, parce qu'il y a toujours un petit côté tartuffe dans la souveraineté. Quand c'est des produits importés, on est conservateur. Et quand on veut exporter, on devient tout à coup libéraux. Donc moi j'aime bien parler de comment la France contribue à nourrir les Français et à contribuer positivement à des échanges de sécurité collective dans le monde de façon équilibrée. Et la bonne nouvelle, si on se met en perspective en dehors de l'approche de Jean Co, qui est très, très importante et très stimulante, c'est celle d'Agrimonde Terra. Elle nous dit que oui, on peut nourrir 10 milliards d'habitants dans une génération, dans 2050, que c'est possible. Il faut valoriser toutes les terres du monde. Il faut plein de paysans partout. Il faut une relève générationnelle dans nos pays, en Occident, mais également dans les pays en voie de développement. Donc il faut plein de paysans. Il faut de l'agroécologie intensive partout, c'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup. Il faut des échanges équitables. Et il faut protéger toutes nos terres. Il faut protéger toutes nos terres. On aura besoin de toutes les terres du monde et de tous les paysans du monde. C'est ce que disait Pisani dans sa dernière partie. Le dernier Pisani écrivait qu'il fallait tous les paysans du monde et toutes les terres du monde pour nourrir le monde. C'est ce que disent les consortiums de scientifiques qui ont travaillé sur cette question-là. Et moi, c'est ma boussole. Donc, quand on aborde la question des énergies renouvelables dans la loi APR il y a maintenant 1 an, c'est la boussole que nous sommes nombreux à avoir dans le débat qui s'ouvre à l'Assemblée. Et on cherche non pas à opposer, mais à associer une capacité à assurer notre part de sécurité, souveraineté alimentaire, et puis notre part de production énergétique, en rappelant toujours ce qu'a dû vous rappeler Jean Covici à l'instant, c'est que le débat pour l'agriculture, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus avec Sébastien, c'est pas uniquement comment on va produire des ENR sur des terres agricoles. La question fondamentale, c'est comment l'agriculture participe à un récit de la sobriété pratique, de l'efficacité énergétique, et là il y a des progrès à faire, également pour sa part de contribution à la production d'énergie. Mais si on n'interroge pas, par exemple, et je mets les pieds dans le plat, la question du coût fossile des engrais azotés, on n'est pas dans le sujet, on n'est pas à l'échelle du sujet. Ce qu'on est en train d'évoquer en termes de production électrique, par rapport au poids dans les bilans énergétiques d'engrais azotés et de la dépendance qu'on a actuellement de ces engrais azotés, la dépendance des protéines importées sont absolument massives. Donc effectivement, moi je rejoins tout à fait ce que tu disais sur agriculture et stratégie, ce que vous disiez sur la question de l'empreinte et des émissions. Il faut regarder ça dans sa globalité. Alors oui, la France agricole peut participer à la production d'ENR, mais elle serait dans un effet lampadaire total si elle ratait la question de son empreinte dans les bilans protéines azote. Elle serait totalement à côté de la plaque si elle ne réfléchissait pas à la question de l'efficacité des systèmes agricoles dans le coût énergie-production. Alors, quand on traduit ce discours concrètement sur les exploitations, biocarburants, agrivoltaïsme, méthanisation, est-ce qu'il y a des secteurs à pousser plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes à prendre? Vous, Sébastien Windsor, en tant que président des chambres d'agriculture de France, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des éléments à pousser? Alors, ouais, je pense qu'il faut pousser tout. Après ce que j'ai dit tout à l'heure, faire un choix, ça revient de dire est-ce qu'on fait le choix de décarboner la voiture individuelle du citoyen et d'abandonner la décarbonation du poids lourd parce qu'on abandonne les biocarburants? Est-ce qu'on fait le choix de décarboner la voiture et le poids lourd et de ne pas décarboner l'industrie qui a besoin de gaz parce qu'on ne veut pas faire de méthanisation? Je pense que, je n'ai pas assisté à tout, mais quand même à une partie de ce qu'il a dit, au vu des enjeux et de l'urgence de décarboner, il faut ouvrir tous les sujets. Après, il y a un vrai sujet de trouver et de maintenir les équilibres, parce que la question c'est est-ce qu'on veut de l'énergie ou est-ce qu'on veut manger? Je pense que la réponse sera assez rapide, mais la question n'est pas aussi basique que ça. Et en fait, la seule conclusion moi, que je tire de tout ça, c'est que le vrai enjeu pour le monde agricole, c'est de produire à la fois des énergies renouvelables et plus de biomasse, parce que pour faire de l'énergie, etc., il faut produire plus de biomasse, que l'équation où on demande au monde agricole de produire plus de biomasse, il faut la faire dans une période de changement climatique qui a, lui, plutôt tendance à nous faire baisser la production. Et il faut le faire, comme l'a dit Dominique, en réduisant notre empreinte environnementale et en réduisant notre consommation fossile. Donc c'est une exploitation, c'est une équation. C'est possible de faire tout ça en même temps? C'est très compliqué. C'est des équilibres qui seront aussi fluctuants dans le temps et des moments de tension qu'on aura parce que l'année de faible production, le sujet de l'alimentaire sera prégnant. Mais à l'inverse, l'année où la météo a été plutôt bonne,
on sera peut-être content de pouvoir utiliser une partie de notre production pour produire de l'énergie. Donc oui, c'est des équilibres qui vont être difficiles à trouver. Oui, on a besoin de toute la science et de toute l'inventivité qu'on a pour arriver à produire plus de biomasse, mais il faut aussi se focuser là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne réglera le problème que si on a comme focus l'enjeu de produire plus de biomasse en décarbonant notre production. Et c'est bien ça qu'il faut qu'on ait en tête, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on cherche. Donc ça veut dire, pour être caricatural jusqu'au bout, ne pas chercher à produire plus de biomasse en se contrefoutant de notre empreinte environnementale, et je pense que ce n'est pas ce que veulent faire les agriculteurs, mais à l'inverse non plus, ne pas se dire on va améliorer notre empreinte environnementale par de la décroissance, parce qu'on ne réglera pas le problème non plus. Et donc oui, l'équation elle est compliquée, mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de la résoudre, et quand même, je pense que c'est ce que le monde agricole souhaite en premier lieu. Dominique Potier, vous hochez la tête. Non, mais je suis d'accord avec l'équation que pose Sébastien. Il y a un outil qui a été mis en œuvre il y a peu de temps, enfin, c'est pas nouveau, hein, mais qui a été mis en œuvre de façon remarquable. C'est la planification écologique, qui a connu son heure de gloire il y a quelques années, avec notamment le travail qu'a engagé Antoine Peillon, avec toutes les parties prenantes. Et je n'entends plus parler de lui. Je ne sais pas s'il ne faut pas lancer un avis de recherche, mais je suis un petit peu inquiet pour Antoine Peillon. Ben, j'espère qu'il est toujours là, qu'il est au boulot, qu'il est confirmé. Il est peut-être dans la salle, je ne sais pas. Mais parce que, voilà, je leur dis toute l'importance qu'il y a dans le travail qui a été mené, qui est un travail qui nous met devant des dilemmes terribles. Moi, la dernière fois que j'ai échangé avec lui, parce que c'est un homme qui vraiment respecte le Parlement, avec qui on peut discuter très facilement, c'est les nouvelles qui venaient de la forêt. Il disait qu'il y avait un effondrement de l'estimation du puits carbone de la forêt. Et quand je l'interrogeais, il me disait, mais on va compenser sur le reste des surfaces. Si la forêt fait moins, l'agriculture devra faire plus. Et là, on est confronté à un début d'équation très compliquée sur la compétition alimentaire. Alors, comment on le résout ? Moi, je vais maintenant venir dans les travaux pratiques, qui sont le fruit de ces arbitrages de la planification. On tient compte de l'agriculture, de l'énergie, mais également de nos modes de vie, de l'industrie, de la relocalisation de l'industrie, etc., etc. Tout ça, on l'a bien en tête, et ça a été mis en œuvre et mis en scène comme jamais, avec une sorte de métrique des transitions qui est possible. Et on arrive dans les travaux pratiques. Les travaux pratiques, c'est la loi énergie. Alors, on dit 2-3 choses. On y dira sa part de vérité, d'autres pourraient dire dans d'autres sensibilités, mais il y a eu une discussion de belle qualité sur ces sujets, un peu éclairée par la planification écologique. Premier exemple, la méta. Sur la méthanisation, on a pris un modèle, il y a une quinzaine d'années, qui était une part qui a été mal contrôlée, il y a eu des dérives, puis elle a été contrôlée, des parts de production alimentaire qui servaient à faire de l'énergie. Simplement, on a proposé d'ouvrir une voie B, sans certitude. Mais comme dit très bien Sébastien, il faut faire feu de tout bois et tout regarder aujourd'hui, avec une vraie ouverture d'esprit. Il y a 70 000 fosses à lisier, bovins et porcins dans notre pays, qui ne sont pas couvertes, pour l'immense partie d'entre elles. Émanation de méthane, protoxyde d'azote, etc., avec les effets qu'on connaît, quoi. Alors, si on regarde le compteur de GRDF, c'est pas intéressant, c'est pas un produit marchandisé. Par contre, pour la planète, c'est un effet essentiel. Est-ce qu'on est capable de produire de l'énergie, même avec une moindre intensité, moins de capitaux, mais moindre intensité, sur ces fosses qu'on arrivera à couvrir par un plan national? Peut-être pas toutes, hein. Sur les 70 000, il n'y a peut-être que 30 000 qu'on va faire, ou 40 000, je ne sais pas, mais imaginons qu'on récupère cette énergie, moins de gaz à émissions de serre, moins de capitaux que les modèles de méthanisation actuels, moins d'énergie grise, etc. C'est la micro-méthanisation. Et cette vision-là, je dis simplement, parce qu'elle n'a pas été marchande, elle n'a pas été portée. Parce qu'elle n'est pas marchande, elle n'a pas été portée. Or, gaz porté, consommation locale, production électrique, moi j'ai vu des modèles expérimentaux qui sont très performants. Comme il n'y a pas de business derrière, ça n'a pas été porté. Par contre, il y a un domaine où il y a du business. En fait, ce serait pour que chaque exploitation puisse rapprocher davantage... Au groupement d'exploitation. Vous savez, il y a beaucoup d'imagination, de coopération, etc. Bon, je dis, il y a eu un modèle de méthanisation, il y en a un autre qui ne partirait pas des besoins de GRDF et du 20% slogan de verdissement du gaz, mais qui partirait d'une autre logique des gaz que nous émettons déjà par la production animale et qui pourrait être transformé en énergie avec une atténuation des gaz à effet de serre et une production moindre, mais qui contribuerait peut-être au total. Est-ce que la métrique a été faite? Est-ce que ça a été regardé? Quels sont les modèles économiques qui vont derrière? J'ouvre cette piste sans certitude, mais cette voie B a été introduite dans la loi, donc il reste aujourd'hui à la profession, au pouvoir public, à l'explorer, parce qu'elle me semble être un plan qui est très performant, même si aujourd'hui il n'est pas naturellement marchand. Par contre, il y a un secteur qui est très marchand, c'est le soleil. Parce que sur le soleil, et tous les gens de l'INRA et d'ailleurs vous le diront, il y a un rendement sans commune mesure avec la biomasse. Quand le soleil tape directement sur un panneau, il n'a pas besoin de passer par la plante, etc. L'ingénieur que tu es le sait mieux que moi. Donc le soleil, c'est ce qu'il y a de plus performant. Et là, il y a du commerce, parce que l'énergie électrique est recherchée, parce qu'on est sur des gros modèles industriels. Et sur ce modèle-là, au lieu de planifier et de repartir
de nos besoins réels et de leur arbitrage, de leur hiérarchisation, on a laissé les marchands de soleil faire leurs affaires sur le territoire national. Aujourd'hui, on nous dit, c'est peut-être impossible de la vérifier, parce que c'est le secret des affaires, qu'il y aurait près d'1 million d'hectares qui soient dans les portefeuilles des marchands de soleil. Je dis simplement que si à terme, on va sur 100 gigas, et que ces 100 gigas, ils vont être produits sur nos parkings, sur nos toitures, sur les sols anthropisés, sur les friches que sont en train d'inventorier les collectivités, etc. et tout, qu'est-ce qui restera comme delta pour la part agricole? Ça se trouve très peu. À l'Assemblée, avec Aurélie, avec d'autres, on a dit très clairement, photovoltaïque au sol, 0. Le décret qui est en train de se produire est pour le moins ambigu sur ce sujet. Nous, on dit 0. Par contre, on a ouvert la porte à l'agrivoltaïsme. Cet agrivoltaïsme, il faut regarder la science, et pour nous, c'est juste le point d'adaptation de ce qu'on ne fera pas ailleurs sur les sols artificialisés. Et on ne sait pas combien d'hectares, puisqu'aujourd'hui, aberration, comment faire de la planification si vous ne connaissez pas la métrique générale? Quelle est la part du nucléaire, la part des ENR? Et dans les ENR, la part du soleil, la part de la biomasse et la part du soleil. Ça, nous ne le savons pas. On n'a même pas la possibilité d'en débattre à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent. Donc, vous voyez l'exercice très compliqué. C'est que vous avez une profession sous pression de la marchandisation de la production d'agrivoltaïsme. Vous avez des collectivités à qui on demande de faire des zones d'accélération, mais elles ne savent pas dans quel périmètre, pour quel volume, etc. Et on marche sur la tête. Pour le coup, on marche sur la tête. Alors qu'un modèle planifié, où des collectivités et des chambres d'agriculture ont été capables de dire « nous produirons parce que c'est le bien de la nation, 50, 100 hectares, on va les mettre à tel endroit qui est le plus pertinent ». On va le socialiser au sens où on va le mutualiser, on va partager la valeur et on va éviter un effet spéculatif sur le foncier. Ça aurait été simplement de la bonne intelligence. Ça veut dire qu'il faut repartir du terrain et du coup du rôle des chambres d'agriculture, de la CDPENAV. Bien sûr. Alors, oui, peut-être avant de redécrire le rôle qu'on va jouer, revenir sur juste le premier point qu'évoquait Dominique Potier juste avant, sur la planification environnementale, le sujet de la méthanisation, etc. Il y a un monsieur là qui est dans la salle qui, avec un certain nombre de ses collègues des chambres d'agriculture, ont fait l'analyse sur la production laitière. Est-ce qu'on peut tenir les objectifs de la planification environnementale et comment on le fait, etc. Et la réponse, elle est assez clairement oui, on doit arriver à tenir les chiffres. Mais alors, pour le coup, c'est pas si simple que ça. Dans un certain nombre de cas, il y a des choses peut-être assez simples. Et je vais revenir à l'envers de ce qu'il a dit tout à l'heure sur le colza. Le fait de mettre du colza dans la ration de la vache peut probablement aider à lutter contre de la déforestation. Il y a des sujets comme la haie, par exemple, ou la méthanisation, qui ne pourront se faire qu'avec de l'injection d'argent public assez significative. La haie, parce que la haie, elle n'a jamais amené de rentabilité sur l'exploitation, elle n'amène que des dépenses. La méthanisation, parce que si on veut méthaniser une grande part des effluents d'élevage, il faudra le faire sur des petites exploitations distantes les unes des autres. Et les modèles de grosse méthanisation, où on va chercher la rentabilité par l'augmentation de la taille du méthaniseur, ne correspondra pas et ne permettra pas d'aller méthaniser tous les effluents d'élevage. Et puis, on a d'autres sujets autour de la place de l'herbe, etc., qui restent majeurs et qu'il faut qu'on continue à creuser. Et là, c'est un accompagnement très profond de l'agriculteur dans ses pratiques, y compris parfois... Quand on lui a fait faire certains mouvements, on lui fait faire d'autres mouvements. Et nous, on a essayé de le regarder aussi en faisant en sorte qu'on produise systématiquement la même quantité de lait, parce que quand on dit qu'on sera plus autonome en 2027, il ne faut pas qu'on baisse sur la production. Et on regarde aussi comment on le fait sans perdre de revenus pour l'agriculteur. Je ferme la parenthèse et je reviens à votre question. Quel sera et comment on voit du coup cette législation, le rôle des chambres, etc. Alors déjà, premier point, le texte tel qu'il est sorti, la méthanisation, le photovoltaïque au sol, je ferme le sujet, on n'en veut pas. Il est réglé. En lieu et place de l'agriculture. Et nous, on va s'inscrire sur des cartes pour identifier, non pas des terrains où il n'y a pas de production parce qu'il y a eu un conflit entre les deux successeurs, machin, mais les terrains qui sont réellement improductifs et sur lesquels on ne fera pas d'agriculture pour peut-être ouvrir du photovoltaïque sur cela, mais pas sur des terrains productifs, pas de photovoltaïque au sol sur des terrains productifs. Notre position elle est très claire. Sur l'agrivoltaïsme, déjà, premier élément du texte, du loi et du décret qu'on attend, il faut que ça ait un bénéfice pour l'agriculture. C'est juste bien de le rappeler. Il y a des expérimentations. Et on a des expérimentations où on arrive à gagner quasiment 30% d'eau, en limitant de 30% l'évaporation d'eau par de l'ombrage. Deuxième point, on met et on continue à garder la priorité sur le photovoltaïque, sur les toits, etc. C'est juste bien de se le rappeler. Troisième point, une décision, elle doit être jugée localement. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de super projets, mais selon par qui et comment il est conduit, on peut passer du projet réellement intéressant au projet alibi. Je regarde André, on a des serres photovoltaïques
qui sont des super installations chez certains maraîchers parce qu'ils améliorent les conditions de travail, ils améliorent la productivité. Mais on a aussi vu des fermes photovoltaïques se faire et ne jamais être remplies. Et ça, il n'y a que l'intelligence locale qui permettra de le voir et de regarder le projet. D'où la volonté qu'on a eue que ce soit décidé en CDPENAF. Et deuxième point, que l'avis de la CDPENAF soit un avis conforme, pour qu'il n'y ait pas des pressions politiques. L'avis conforme, la CDPENAF qui est départementale, la commission départementale sur la consommation de foncier, elle examinera le projet, elle donnera un avis favorable ou défavorable. Il y a des agriculteurs, il y a des collectivités, on donnera un avis favorable ou défavorable. Si l'avis est favorable, le projet pourra se faire. Si l'avis, comme l'avis est conforme, s'il est défavorable, même avec beaucoup de pression sur le préfet, le projet ne pourra pas se faire. Troisième point, c'est quand même, il faut des plafonds sur la perte de production. Et donc, il y a un plafond qui a été mis à 10%. Alors, on a beaucoup parlé du chiffre, du pourcentage de couverture. Moi, je pense que le vrai sujet, ce n'est pas le pourcentage de couverture, c'est la perte de rendement qui est en dessous. Et le projet limite à 10% la perte de rendement sous les panneaux. Et c'est réaliste ? Oui, mais si vous me laissez finir, c'est réaliste, mais il faut avoir un peu de recul sur le sujet. Et donc, on réclame et on participe à la mise en œuvre de, quelque part, un observatoire de l'agrivoltaïsme où on va aller chercher des références. Et oui, il y a des projets qui marchent. Il y en a d'autres, à l'inverse, où on nous dit que ça marche, mais les pertes de rendement sont plus fortes. La vraie difficulté, c'est que dans le monde agricole, on ne fait qu'une expérimentation tous les ans et qu'il faut quand même plusieurs années pour maîtriser le sujet du climat. Donc, il faudra aller suffisamment doucement pour n'ouvrir des projets d'une certaine taille que quand on a des références qui montrent qu'on n'a pas ou qu'on est en dessous de ces 10% de perte de production. Il faut qu'il y ait un vrai observatoire qui tienne la route, qui soit porté de façon neutre, avec des expérimentations de façon neutre. Mais il ne faut pas a priori dire ça ne marche pas, ou a priori tout marche. Non, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. On est obligé de rentrer dans des expérimentations. Côté chambre, on a quasiment 200 expérimentations qui sont en route depuis plus d'un an sur l'ensemble du territoire français et qui alimenteront cet observatoire. Il y en a d'autres. Quatrième point, qui est dans le texte, celui des sanctions. À un moment, on peut avoir un projet qui démarre bien avec de la production, mais j'arrive à 65 ans, 67 ans, je prends ma retraite. Oh, si je pouvais garder le revenu photovoltaïque plutôt que de céder la parcelle à un jeune, c'est peut-être pas mal. Ben là, il faut qu'il y ait des sanctions pour pas que ça puisse se faire, qu'il reste une production agricole dessous, que si l'agriculteur ne déclare plus la parcelle à la PAC, il ne touche plus non plus les revenus du photovoltaïque. Ça, c'est compliqué. Et qu'il y ait y compris une sanction pour l'énergéticien, pour qu'il soit un peu intéressé à trouver un successeur. Alors, le temps passe, je vais faire après réagir quand même Dominique Potier. Oui, alors il y a un dernier point qui est quand même celui de l'avancée ou la vitesse où on porte ça et de ce développement. Dans chaque chambre, on a demandé à chaque chambre et on accompagne les chambres à créer une doctrine locale. La doctrine locale, qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte au-delà des références, se dire à quelle vitesse on est prêt à le faire sur le territoire. D'abord, se redire qu'on ne fait pas si on n'a pas de référence. Je le répète, mais ça c'est... Voilà. Quelle vitesse on est prêt à le faire sur le territoire. Quelle surface maximale par agriculteur pour éviter que ce soit 5 agriculteurs sur le département qui le fassent et qu'après il n'y ait plus de place. Quelle surface maximale sur le département, là aussi pour qu'on ne fasse pas un démarrage et puis qu'on se rende compte au bout de 5 ans qu'on a fait des bêtises. Donc, ce qu'on prône au travers de cette doctrine, c'est des règles où on plaide pour un développement raisonné, maîtrisé, calculé. On ne dit pas non au projet, mais on veut vraiment un développement maîtrisé, avec quelques hectares par agriculteur, avec des projets collectifs. Et puis, il y a un dernier point qu'on attend, c'est le décret sur le partage de la valeur qui sera porté par le ministère de l'Agriculture, parce qu'à un moment, on a un petit sujet du partage de la valeur entre l'énergéticien, le propriétaire, l'exploitant, et qu'il faut qu'on mette un peu de règles dans tout ça. Alors, le temps passe, donc je vais demander une réaction rapide sur 2 points à Dominique Potier, notamment, non mais c'était sur la question, vous avez travaillé sur la loi, et notamment le taux de couverture. Oui. Je vous ai vu là faire la moue sur le taux de couverture. Oui, non, on s'apprête, pour être clair, je vais aller au but, il y aura un recours contre ce projet de décret. Enfin, ce décret, quand il sera publié, on ne peut pas faire un recours contre un projet de décret. Il est scandaleux parce qu'il ne respecte pas du tout ni le Parlement ni la science. Moi, j'ai une conviction, parce qu'on peut avoir des désaccords de tout ce qu'on veut, mais il y a 2 repères importants qu'on doit maîtriser. Je dis ça par rapport à ceux qui mettent en cause l'ANSES par ailleurs en ce moment. Moi, je crois profondément qu'on doit respecter la science et la démocratie. La démocratie, c'est le Parlement. Le Parlement a fixé des règles, en lien avec l'ADEME, en lien avec l'INRAE, etc. Ils disent 10%. Très difficile à tenir. Très difficile à tenir. C'est quoi l'équation de l'agrivoltaïsme ?
c'est la technologie qui est mise en œuvre. Je passe à orientation, transparence, etc. Le contexte pédoclimatique, l'Occitanie, c'est pas la Bretagne, etc. Et puis c'est bien sûr les cultures. La salade, c'est pas l'exploitation d'un parc de volailles, etc. Donc tous ces éléments sont pris en compte. Ça donne des équations très diverses. La prudence nationale devrait être de dire on fixe le 10% qui, à mon avis, est irréaliste. Il est trop bas, sinon on ne fait pas d'agrivoltaïsme. Tous les modèles montrent que ça ne marche pas, mais on dit à 10, 20%, je ne sais pas. Et après, on voit une zone de couverture moyenne sur 90% des cas, qui sont souvent les grandes cultures. L'INRAE nous dit que c'est plutôt 20%. Mais moi, je ne comprends pas qu'un décret parte à 40%. Il vaut mieux partir à 20% et faire des dérogations locales sur des bases d'impératifs nationaux qui respectent la souveraineté alimentaire générale. Il n'y a pas de souveraineté du Languedoc-Roussillon et de la Lorraine, etc. Il y a une souveraineté globale qu'on doit atteindre et il ne doit pas y avoir de compétition entre les régions. Donc des règles nationales adaptées régionalement, mais pour ça, il faut que le décret parte d'un taux de couverture très bas qui peut faire l'objet de dérogations en cas de contexte pédoclimatique, de culture et d'opportunités technologiques. Si on ne le fait pas comme ça, on n'y arrivera pas. Et puis il y a surtout un angle mort dans ce décret qui est scandaleux, parce que la loi a été très claire. Je suis l'auteur de l'amendement, je pourrais vous le lire entièrement, mais de mémoire, il dit que les mises en œuvre devront respecter scrupuleusement le droit du sol dans ces fonctions de régulation économique et de transition des générations. On est devant une falaise démographique. Il y a 10 millions d'hectares qui vont changer de main demain. Donc on a besoin de combien ? On a besoin de 100 000 hectares. Donc franchement, le sujet, comment ces 100 000 hectares vont-ils perturber le marché foncier par une logique de rente foncière pour qu'une poignée de propriétaires qui vont appauvrir tous les autres grâce à l'effet spéculatif, à cause de l'effet spéculatif sur le reste du foncier. Si on ne règle pas les questions du fermage, de la propriété, des transmissions, de l'amphithéose, rien n'a été étudié là-dessus. Ça fait des années ça fait des mois qu'on demande au ministre de l'Agriculture de donner une mission du CGAER pour nous éclairer sur les implications juridiques. Moi, je ne voudrais pas que les GFA familiaux explosent demain, ou les GFA associatifs explosent parce que simplement quelqu'un aurait vu la rente foncière qui correspond au prix du foncier par an qui pourrait être fait par le photovoltaïque. Donc il faut remettre de la raison et de la sagesse là-dedans. Il ne faut pas que le prix de l'énergie qui est erratique, qui est dans une logique industrielle, qui va être maintenant pilotée par Bercy d'ailleurs, vienne télescoper une logique de construction des prix agricoles qui vise à maintenir des revenus, un aménagement du territoire et une sécurité alimentaire. C'est deux marchés totalement différents. Donc à l'intersection du marché de l'énergie et du marché de l'alimentation, il y a simplement le droit, et le droit du sol doit être protecteur pour les paysans, pour le bénéfice de 0,3% des paysans. Je ne voudrais pas que tous les autres il y a une question de répartition de cette valeur ajoutée. Donc ça alors, il y a des modèles qui commencent à s'expérimenter sur un département. Moi, je propose que les chambres soient pilotes là-dessus. On est capable de mutualiser des terrains. Pourquoi donner à 100 paysans ? Après tout, si on a besoin de 50 hectares, on n'est pas obligé de faire 100 fois 50 arts. On peut très bien décider de dire qu'on a un parc dont les bénéfices vont être mutualisés à tout le monde. Encore une fois, il y a 10 millions d'hectares qui vont changer de main. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Donc organiser ces transferts, on en a fait bien d'autres dans les années 60. On devrait être capable, de manière planifiée, d'assurer un partage de la valeur, un effet non spéculatif. Sinon, qui gagnera ? À la fin, les multinationales seront propriétaires de nos terres. Bon. Alors on va conclure. Merci beaucoup. Je suis désolé, le temps est compté. Très vite. Ça va très vite. Néanmoins, vous avez encore 1 minute chacun pour résumer votre position. C'est la synthèse de ce débat. Alors je ne sais pas, Sébastien Windsor, vous commencez. Vous avez 1 minute, 1 minute pour résumer votre position. Donc agriculteur, énergiculteur, synergie ou compétition. Mon point, c'est clairement synergie. Et pour aller chercher ces synergies, on sera obligé de passer par des éléments de régulation pour éviter justement la compétition ou réguler la compétition entre les sujets. Mais c'est très clairement synergie. Et là, encore une fois, au travers de ce qu'on porte et les expérimentations, le partage, les GUFA, etc., qu'on essaye de porter, on se bat pour que ce soit un nombre maximum d'hectares, pour qu'il y ait à la fois synergie entre production alimentaire, etc., mais qu'il y ait aussi synergie entre les agriculteurs pour le partage de la valeur. Merci beaucoup. À votre tour, Dominique Potier. L'agriculture française, elle a montré dans les années 50-60 que sur la base de grandes régulations, le modèle coopératif pour le partage de la valeur, le modèle de la régulation du foncier, le contrat entre la nation et l'agriculture dans de multiples domaines, elle a donné à l'esprit d'entreprise, à la force du travail, de donner le meilleur d'elle-même. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux défis qui sont les nôtres et qui sont équivalents en termes de densité à ceux de l'après-guerre, on doit absolument avoir les grandes régulations publiques qui permettent au meilleur de l'esprit d'entreprise de se mettre en œuvre. C'est vrai pour la production alimentaire, c'est vrai pour la production énergétique. C'est qu'une question de volonté. Ça s'appelle la planification.
le partage de la valeur et non pas la compétition et la prédation. Eh bien, merci beaucoup. Le débat fut dense. Merci d'avoir participé.